Rebonjour. Je prends un ton un peu plus tonifiant, j'ai envie de dire, dynamique. Je sais qu'après le déjeuner, on a tous l'énergie qui redescend, donc je vais utiliser ce dont dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voix. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez tous, je ne vous apprends rien, WeExchange, c'est un forum où le social crée de la valeur, en tout cas dans l'ambition de notre rencontre aujourd'hui, où l'économie retrouve du sens. C'est aussi un moment qui est assez particulier à mes yeux parce qu'il ouvre la parole et comme je le disais ce matin, c'est vraiment important cet élément, j'en ai d'ailleurs félicité l'organisation, les organisateurs de la Fondation Abdelkader Ben Salah, c'est cette interactivité avec vous, actrices et acteurs de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Parmi ces moments clés d'interactivité, il y a ce qu'on appelle les cercles de discussion qui vont prendre part juste après le panel international, et il est vraiment international, vous allez le voir, plusieurs continents y sont représentés. Donc, ces cercles de discussion, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où, comme je le disais, la parole circule, les idées se croisent et l'intelligence collective prend vie. Ce sont des espaces ouverts et dynamiques pensés pour vous, mesdames, messieurs, pour partager vos expériences, confronter surtout vos points de vue et ainsi, pour que ce soit constructif, créer, faire émerger des solutions concrètes. Alors, 5 thématiques ont été arrêtées et vous attendent, donc juste après ce panel. Les sessions se tiendront à l'étage. Il y a la thématique du financement, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Financer autrement pour un tiers secteur durable et innovant. Deuxième thématique, attirer, former et fidéliser les talents du secteur. Troisième, raconter et transformer le marketing social au service de l'impact. Quatrième, co-créer, connecter ou comment bâtir des écosystèmes territoriaux sociaux. Vous savez que l'approche territoriale est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui, notamment après les 2 derniers discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et enfin, last but not least, et ça a été discuté ce matin, comment mesurer pour mieux décider, ou en gros la puissance de la data au service du social. Voilà donc pour les 5 thématiques des cercles de discussion. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont déjà inscrits selon leurs intérêts respectifs, mais pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés, vous pouvez toujours vous inscrire et rejoindre le cercle, rejoindre la discussion, rejoindre aussi cet échange constructif. Donc, juste après ça, nous aurons le plaisir de célébrer l'excellence marocaine. C'est la très attendue cérémonie des Moroccan Social Innovation Awards 2025 qui va encore une fois récompenser les initiatives les plus porteuses de sens et d'impact et que le ou la meilleure gagne. Alors ce matin, nous avons posé les fondations, le tiers secteur, pilier économique. Cet après-midi, nous ouvrons la perspective au monde avec donc ce panel international qui va commencer dans quelques instants, mesdames, messieurs, pour comprendre, comme je disais, beaucoup de continents qui sont représentés. D'abord, comment notre continent fonctionne, comment l'Afrique, mais aussi l'Europe et l'Amérique du Nord réinventent ou ont réinventé leur modèle d'innovation sociale. Alors pour ce panel, j'ai l'immense plaisir d'appeler tout d'abord les panélistes. J'appelle Madame Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice générale de la Maison de l'innovation sociale du Québec. J'ai aussi la grande joie, le plaisir d'accueillir mon frère qui nous vient du Dakar, du Sénégal. Il est le président du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour mon frère, Monsieur Malik Diop. Lena. Là-bas.
Voilà l'énergie qu'on veut. Voilà, c'est très bien. And last but by no... Non, avant. La France. La France, mesdames, messieurs. J'ai l'impression de présenter les Jeux Olympiques. Le directeur international du groupe SOS France, monsieur Alexandre Lourier, qu'on peut applaudir chaleureusement aussi. Et enfin, et last but by no means least, encore une fois, il est le directeur général de la Fondation Abdelkader Ben Salah, Sidi Tariq Maroufi, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Non, non, c'est Tariq. Et c'est une joie pour moi à présent d'appeler, puisque ce ne sera pas... J'aurais pas le plaisir de modérer ce panel. Il a l'air tellement vivant. Non, ça va, merci. Elle va vraiment clôturer ce beau tour de table. Il s'agit de la directrice générale d'EFE Maroc, vraiment une femme extraordinaire, au parcours exceptionnel. Elle est passionnée, motivée. Mesdames, Messieurs, applaudissons la modératrice de ce panel, Madame Houda Barakat. Merci beaucoup Khadija, et vous l'avez compris, ce panel va être différent des autres, il va être interactif, energizing, et on va essayer d'en apprendre le maximum. Donc il y aura un QR code qui va être affiché tout à l'heure, n'hésitez pas à partager vos questions. Nous avons ramené des experts, représentants de chaque continent, qui nous a été possible d'appeler aujourd'hui. Ça a été brillamment orchestré par la Fondation Abdelkader Ben Salah, que je vous félicite vraiment et je vous remercie infiniment pour l'initiative et pour la confiance pour que je modère ce panel. Ce panel, il va s'agir de parler de l'innovation sociale, de partager quelques initiatives individuelles et on va essayer de les rendre des aspirations collectives pour qu'on travaille ensemble sur développer ce secteur, qu'il soit porteur de valeur ajoutée et qu'il soit le plus inclusif possible. Alors, je vais commencer par mon cher ami Malik Diop, qui représente dignement l'Afrique aujourd'hui. Malik, vous êtes le président du G7 Afrique, le Forum mondial pour l'économie sociale et solidaire. Alors, je vous invite à nous expliquer un petit peu en quoi consiste le forum, justement, et quelle est votre vision pour en faire un pilier pour le développement du continent? Merci Laura. Bon, c'est vrai que c'est un panel très dynamique. C'est juste après avoir bien mangé, pour ne pas dormir. Je pense qu'on a trouvé un bon stratagème d'être très actif pour rester en éveil. Et j'invite aussi l'auditoire à faire de même pour ne pas dormir, parce que le repas était copieux. Comme d'habitude au Maroc, c'est ça. Le seul tard des Marocains, c'est qu'on mange très bien. Par rapport à la question, je pense que j'aimerais bien d'abord faire une jonction entre, je pense que ça a été fait ce matin, entre le tiers secteur et l'ESS. Je pense que c'est du 9 et du 6. Il suffit juste de renverser pour avoir le même chiffre. Parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, qui est d'abord la solidarité, c'est important qu'il y ait une valeur certaine sûre au niveau des deux secteurs. Ils partagent aussi les valeurs d'inclusion et d'impact qu'on a beaucoup expliqué ici, d'impact social et environnemental. La vision de l'ESS à travers aussi le continent, l'économie sociale et solidaire, comme on le dit, c'est une économie, j'aime pas le dire, c'est pas une économie alternative, c'est pas une économie au rabais.
c'est une véritable économie. Il faut qu'on le conçoit comme ça. Et j'ai aussi l'habitude de dire la vision aussi de l'ESC, ce n'est pas aussi l'économie des pauvres. Moi, j'ai fait de l'économie sociale le SERDE et on n'a aucune envision d'être pauvre. Donc, c'est une économie comme une activité économique qui répond à des exigences d'une activité économique, telle qu'a été définie même dans la déclaration ou la convention ou de l'OIT, repris par la déclaration des Nations Unies, comme une activité économique à finalité sociale et environnementale. Donc cette vision-là, il faut qu'on puisse l'avoir et qu'on puisse l'avoir surtout en Afrique, parce que la problématique qui se pose en Afrique, un continent jeune, un continent où 75% des populations ont moins de 35 ans, où les questions de création d'emplois, les questions économiques se posent, je pense qu'il faut qu'on ait cette vision de répondre à cela. Sinon, on va avoir, comme on dit, la vision où on dit « je garde l'économie », on négocie. Toi, tu gardes le social, la solidarité, et on négocie le social. Il faut qu'on rompe avec cette théorie-là. Ce n'est pas une théorie où on dit « je garde l'économie », toi, tu as le social et le solidaire, et le reste, la solidarité, on le négocie. Ce n'est pas ça, c'est une activité qu'il faut qu'on puisse travailler sur cela. Et aujourd'hui, je pense que l'impact que la Fondation a sur comment on peut impliquer le secteur privé, l'articulation qu'on peut avoir au niveau des terroirs pour développer, c'est une nouvelle approche, une nouvelle vision qu'on doit avoir. Donc ça, cette vision doit être une vision triptyque. Un volet économique, parce qu'on doit répondre à des préoccupations, à des besoins de services, à des besoins de production par rapport à un marché qui est là, un marché africain, c'est 1,5 milliard, je pense, qui est importante, à des préoccupations sociales qui est là, où la demande sociale et l'exigence citoyenne est de plus en plus accrue, à des situations très exigeantes. Cette vision économique triptyque, elle est importante. L'autre vision dans la trilogie sont les acteurs. On ne peut pas parler d'économie sociale sans les acteurs. C'est les acteurs qui font l'économie. C'est les acteurs qui travaillent. Donc, c'est des initiatives portées par les acteurs. Et le rôle des acteurs, la prise d'initiative, la prise d'innovation, elle est importante dans l'économie sociale et solidaire. C'est pas l'État doit jouer une fonction de support, d'accompagnement et d'impulsion, donc d'amorçage. Et là, laisser le cadre pour que les acteurs émergent et travaillent sur les innovations. L'autre pilier de triptyque, pour terminer, c'est le territoire. On ne peut pas parler d'économie sociale sans territoire, parce que l'économie sociale, elle est ancrée dans des réalités territoriales. Donc la collectivité, le territoire, elle est fondamentale. C'est pour cette raison que la vision de l'ESSE, c'est une vision économique qu'on ne peut pas délocaliser. D'où sa fonction de résilience. Je pense qu'on a vu depuis quelques années, que ce soit la Covid, les différentes guerres, etc., je pense que le champ de l'économie sociale était le secteur le plus résilient. Parce qu'elle est articulée, elle est ancrée dans des territoires. Donc ce triptyque-là, c'est une vision qu'on doit, nous les Africains, avoir cette vision tripartite. L'économie, les acteurs et les territoires. Et refonder notre modèle. Parce qu'il n'y a pas un modèle d'économie sociale et solidaire. Il y a des modèles d'économie sociale et solidaire. Parce je reprends sur cette phrase, mon cher ami. Effectivement, il y a plusieurs modèles et on en présente quelques-uns aujourd'hui. J'ai noté 3 piliers, le territoire et effectivement les acteurs, mais aussi le fait de prendre en considération que ce secteur-là, il représente et l'économie et le côté social à la fois. Ce n'est pas dissocié l'un de l'autre.
Et quand on évoque cette jointure entre l'économie et la société civile, ça me fait rappeler la Maison de l'Innovation Sociale qui a un très joli modèle. Mais avant de l'attaquer, on voudrait justement que Marie-Christine, tu nous expliques un petit peu la genèse de la Maison de l'Innovation Sociale. Quelle est votre approche et ce que vous avez fait il y a 2 ans, ce nouveau modèle sur lequel vous êtes parti pour effectivement enraciner ce modèle économique au sein même d'une action sociale et faire en sorte que 65% de vos revenus sont générés par l'action sociale, contribuant ainsi à l'économie nationale. شكراً جزيلاً هدى. الشكر المؤسسة عبد القادر بن صالح. شكراً. أنا سعيدة بوجودي معكم في المغرب بمدينة دار البيضاء للحديث حول الابتكار الاجتماعي. سنواصل حوارنا بالفرنسية إذا سمحتي. أسمح. Alors, merci pour la question. Très, très heureuse d'être au Maroc, un pays que j'adore et que je fréquente depuis maintenant 20 ans. D'ailleurs, j'ai appris l'arabe ici, à écrire et parler l'arabe ici il y a 20 ans. Donc, c'est très émouvant pour moi d'être ici. J'ai l'impression de boucler la boucle en quelque part avec ce petit mot d'ouverture. Alors oui, la Maison de l'Innovation Sociale, on est un centre d'expertise. On offre des services de conseil, de formation, de création de solutions à plus de 1000 acteurs de changement par année, des villes, des ministères, des entreprises, des citoyens. Et effectivement, on a fait ce virage de passer d'une organisation à 100% de revenus philanthropiques à une organisation à 65% de revenus autonomes. Et ce que j'aimerais vraiment vous apporter ici comme idée essentielle, c'est l'importance de transformer sa mission sociale, sa mission en une offre claire, vendable et désirable pour des clients et des partenaires. Et c'est vraiment ça qu'on a fait. Et pour vous raconter une petite histoire, moi, avant d'être à la Maison de l'Innovation Sociale, j'étais à la Ville de Montréal où j'ai mis en place, dans les 7 dernières années, le bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Alors, je devais créer des nouveaux services municipaux pour les nouveaux arrivants, d'ailleurs beaucoup de la communauté marocaine, à un moment où l'intégration économique des personnes immigrantes au Canada, à Montréal en particulier, c'était un grand enjeu. Et en voulant créer ces nouveaux services, bien, je me suis demandé qui pouvait m'aider. J'avais des moyens, on est une grande ville, on est une métropole. Et honnêtement, je ne savais même pas quel type d'expertise chercher sur Internet, parce que l'expertise en innovation sociale, elle était invisible. Et c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre qu'à la Maison de l'Innovation Sociale, il faut d'abord rendre notre offre visible, donc rendre cette offre claire. Et pour nous, il y a eu 3 clés dans ce virage pour rendre cette offre visible. Premièrement, la pression financière. On dit qu'on innove en période de crise, on l'a vu avec le COVID. Donc, quand une organisation est sous pression, dans notre cas, c'était le retrait de notre financement philanthropique, bien évidemment, ça nous a amené à expérimenter très rapidement. La deuxième chose, c'est d'aller chercher ses clients, donc être très intentionnel dans les clients qu'on souhaite avoir. Nous, on est allé voir tous les ministres, tous les sous-ministres, tous les décideurs publics et privés, et on leur a dit que l'innovation sociale pouvait résoudre leurs problèmes de sécurité publique, d'intégration des jeunes au marché du travail, d'enracinement durable des personnes immigrantes dans les régions du Québec, etc. Parce que l'innovation sociale, elle est partout. Donc, en allant sensibiliser, chercher nos clients, on a été non pas en attente d'un marché, mais bien on a créé ce marché. Et aujourd'hui, on a pu avoir des premières avec des ministères comme Développement économique Canada, par exemple, qui a investi $1 million en innovation sociale, et ainsi de suite, parce qu'on a vraiment été intentionnel dans les enjeux qu'on voulait résoudre, puis dans cette clientèle-là qu'on est allé chercher. Et le troisième point, c'est expérimenter, expérimenter, expérimenter. Donc, on a essayé plein de choses, des nouveaux marchés, des événements, des nouveaux produits, des choses qui n'ont pas fonctionné, qu'on ne refera plus, mais au moins, on l'a expérimenté parce qu'on n'avait pas le choix, fallait changer notre modèle, puis quand même, on a réussi à le faire
En tout cas, on a un bon bout de chemin de fait. Mais félicitations parce que vous avez fait un très gros pas en si peu de temps, en 2 ans. 65% d'autofinancement, c'est incroyable. Et on aimerait effectivement en savoir davantage. Donc, je vous poserai une autre question dans le second round. Mais j'aimerais capitaliser sur cette transition aussi pour parler d'un modèle exceptionnel en termes d'autonomie financière. Et je parle du groupe SOS, qui, lui, vous êtes à 100%. Et vous avez un modèle assez spécial. J'ai cru comprendre qu'il n'y en a que 2 au monde qui font ce genre d'intervention. Donc, je te laisserai expliquer Alexandre. Donc, Alexandre, c'est notre directeur international du groupe SOS. Je souhaite juste souligner que c'est différent de SOS Village. Et donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous êtes parti d'un partenaire de l'administration publique, de l'État, vers un modèle avec 1000 entités et 26 000 collaborateurs sur 50 pays? Rien à voir avec SOS Village d'enfants, en effet. On n'est pas 2 à faire ça dans le monde, on est des millions, et on est 2 acteurs à être des multinationales à impact de cette taille-là. Il y a le groupe SOS, c'est 26 000 salariés, c'est 2 milliards d'euros d'activité, 50 pays. Il y a BRAC. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent BRAC du Bangladesh? Voilà. C'est très peu connu, pourtant c'est l'autre multinationale sans actionnaire, entre guillemets. Mais avant toute chose, je voulais remercier et féliciter la Fondation pour l'organisation de cette journée, sincèrement, et notamment, au-delà de la forme, pour le fond. C'est rare qu'il y ait des panels ou des événements qui traitent du tiers secteur. Et ici, on l'appelle tous de manière différente. On peut l'appeler l'économie sociale et solidaire, Malik, on se retrouvera au G7 d'ailleurs. On peut l'appeler le tiers secteur, on peut l'appeler les initiatives privées d'intérêt général. J'en ai vu plein au rez-de-chaussée qui étaient en train de montrer leurs actions soutenues par la Fondation aujourd'hui. Et je pense que c'est très important de parler de cette chose qui n'est pas 100% publique, pas 100% privée, qui trouve des solutions là où la puissance publique, elle n'est pas magicienne et elle ne peut pas tout faire, et où en même temps le marché seul n'a pas trouvé la solution aux 700 millions de personnes en extrême pauvreté ou aux 41 000 espèces en voie d'extinction dans le monde. Et j'ai l'impression que c'est un peu le débat du siècle, le challenge du siècle qui repose un peu sur ce tiers secteur. Donc vraiment félicitations d'avoir choisi ce thème. Le groupe SOS, il incarne un peu ce que c'est que le tiers secteur. Et tu m'as demandé d'expliquer un peu comment il est passé d'une logique d'abord qui bossait beaucoup avec les pouvoirs publics à une logique aujourd'hui très, très diversifiée. Et alors Malik, je suis désolé, c'est pas la recette du tagine kefta, parce que je la connais pas, mais c'est un peu la recette du groupe SOS que je peux partager, parce qu'en réalité, moi quand j'ai discuté avec Noura ce matin et qu'elle m'a parlé de son entreprise d'insertion à Marrakech, d'ateliers de couture, je lui souhaite alors nous ça nous a pris 40 ans au groupe SOS, mais dans 40 ans que sa boîte fasse aussi 2 milliards d'euros, 26 000 salariés, et créer des emplois pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai pour tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés ce matin. Donc les 3 ingrédients un petit peu de notre recette. La première, c'est d'être à l'écoute des besoins du terrain. Ça fait un peu bullshit de le dire, ça fait un peu mièvre, on écoute ce qui ne va pas, on écoute les signaux faibles, on trouve des solutions. Mais la réalité, c'est que le groupe SOS, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Il n'y avait pas 26 000 salariés, il y en avait 0. Il y avait juste un problème qui était le problème des personnes vivant avec des addictions, des toxicos. Et il y a un groupe de militants associatifs qui s'est dit, en fait, peut-être qu'il faut trouver une solution qui n'est pas que policière face à des criminels, mais une position aussi de soins face à des personnes malades. Et ce petit groupe de militants associatifs a inventé un dispositif pour apporter du soin, de l'accompagnement social et remettre un peu en selle des personnes vulnérables, qui est devenu ensuite un dispositif de droit commun, des politiques publiques, etc. Et en fait, ce qui s'est passé à l'époque, sur le champ de la toxicomanie, ça s'est développé sur le champ du VIH-Sida, un autre problème que personne ne comprenait, et puis petit à petit sur tous les sujets d'exclusion, de précarité, de logement, d'emploi, etc. Et donc en fait, le groupe n'est que la somme de petites initiatives à l'écoute de problèmes et de besoins mal pourvus qui ensuite sont passés à l'échelle. C'est très mièvre de le dire, mais c'est la recette miracle qui fait le succès de ton aventure Noura, qui fait le succès aussi des autres entreprises sociales. Le sujet, c'est que c'était vrai il y a 40 ans, c'est vrai aujourd'hui. L'an dernier, on a ouvert le meilleur restaurant de Casablanca, Nafas,
Je sais que dans la salle, il y a Nora, Émilie, Catherine, Iman qui ont développé et qui dirigent cette activité. En fait, on était juste à l'écoute des problèmes. Le problème, c'est qu'il y avait plein de jeunes qui ne voyaient pas d'horizon professionnel, qui débordaient d'énergie, d'appétit pour se construire un avenir, mais qui n'avaient pas de diplôme, pas d'emploi. Et de l'autre côté, il y avait plein d'entreprises, et notamment des restos, qui n'arrivaient pas à recruter. C'était pas top-down, on n'a rien inventé. On a juste été à l'écoute de deux besoins qui, si on les marie, permettent de créer un centre de formation et un restaurant d'application qui permet à 100 jeunes de revenir sur le marché de l'emploi formel et de pourvoir les besoins d'entrepreneurs de la restauration qui nous régalent à chaque repas. Donc ça s'appelle NAFAS. Et c'est vrai aujourd'hui, on fonctionne pareil avec 26 000 salariés que quand on en avait 0 il y a 40 ans. Le deuxième ingrédient miracle, c'est d'hybrider le modèle économique. Tu le disais, on a commencé sur ce qui est devenu des politiques publiques en matière de soins, de sanitaire, de santé, de médico-social, etc. Donc à chaque fois, on bossait avec la puissance publique pour s'occuper de certains types de publics vulnérables. Puis petit à petit, on a pris notre envol et on s'est dit, en fait, le médico-social, c'est un peu à l'étroit, on veut aussi créer des jobs. Donc on a fait quelque chose un peu d'atypique, c'est qu'on s'est mis à créer des entreprises commerciales, des sociétés. Alors elles sont détenues à 100% par les associations non lucratives mères du groupe SOS, mais on s'est mis à créer des entreprises notamment de luxe. Donc si vous allez aux Champs-Élysées, il y a le pavillon T Élysée, on fait des événements extrêmement chers, le chef c'est Thierry Marx, un chef étoilé, mais en fait derrière on a 200 emplois en insertion dans le laboratoire du traiteur et en service. Donc en fait on s'est autorisé à aller sur le secteur marchand, à être compétitif, mais toujours pour poursuivre notre finalité sociale. Et donc on a réussi à hybrider en effet notre modèle économique, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et qui fait qu'on est un peu un ovni. Je ne sais pas si on est une grosse boîte de l'économie sociale et solidaire, si on est un gros acteur du tiers secteur, une ONG, une entreprise sociale. En fait, la réalité, c'est qu'on est un peu de tout ça. Et le troisième ingrédient du groupe SOS, et je pense que c'est le plus simple, mais ce n'est pas celui qui est le plus à la mode, c'est de mettre en commun et de mutualiser. En fait, il y a 40 ans, on s'est dit, tiens, moi j'étais pas né, mais ceux qui ont inventé ce groupe magnifique l'ont fait, si on mutualisait un comptable, puis si on mutualisait un responsable RH, parce que nous, seuls, avec notre petit asso, on n'arrive pas à créer ce poste, et du coup on est mauvais en RH, on est mauvais en compta, on est mauvais en informatique, on est mauvais en droit, j'en sais rien. Et donc simplement on a mis en commun. Et aujourd'hui, le groupe SOS, c'est une union d'associations qui a décidé de mutualiser des expertises, parfois des trucs très techniques, et des moyens pour qu'on avance comme un banc de poissons. Donc moi, c'est la définition que j'aime le plus du groupe SOS, plus que OVNI, entreprise, ONG. C'est un banc de poissons parce qu'en fait, on a plein de petits poissons qui sont tous à l'écoute des besoins de terrain dans les 50 pays. Il n'y a pas deux projets qui se ressemblent, il n'y a pas deux projets qui sont pareils, mais par contre, on partage tous les mêmes valeurs et les mêmes souhaits de changer le monde en mieux. C'est un peu mièvre, mais c'est ça l'objet social. Mais écoutez, ça résonne en nous ce slogan de changer le monde au mieux. Et je pense que le meilleur ambassadeur de ce slogan, c'est la Fondation Abdelkader Ben Saleh, représentée aujourd'hui par mon cher ami et confrère Tarek. Nous sommes réunis aujourd'hui justement grâce à votre générosité. Et le Week Change Forum, on est à la 4e édition. Et je peux vous dire que même ce forum, c'est un ovni de l'action sociale au Maroc. Parce que réunir autant d'acteurs et écouter leur intervention, écouter leur philosophie d'action et voir comment on peut travailler ensemble et créer cette opportunité de réseautage pour bâtir ensemble un meilleur avenir, une meilleure solution sociale et inclusive, ça c'est vraiment l'action citoyenne la plus noble qu'on pourrait décrire. Et donc, j'aimerais vraiment que vous nous parliez davantage sur la genèse de ce Week Change Forum et sur les autres initiatives sociales que vous organisez. Je sais qu'elles sont innovantes. Peut-être qu'on n'a pas tous l'opportunité de les connaître, donc c'est l'occasion aujourd'hui pour nous les expliquer un petit peu. Merci, Shukran. En fait, la genèse, telle que je l'ai vécue, moi, au sein de la Fondation, il vient d'une après-midi de janvier 2018. C'était la première fois que j'allais rencontrer el Hajja, la présidente, avec la Kenza. Et en fait, la première chose que m'a dit el Hajja, m'a dit
Bon, je vais le dire en arabe et après je vais traduire. قالت لي شوف ولدي la fondation ça fait depuis plusieurs années on fait le bien كنديروا الخير ولكن واحد الوقيته من بعد بزاف ديال السنوات ديال العمل ديال لا فونداسيون الا قلتي لنا اليوم هذا الخير فينا هو الاثار ديالو احنا عارفين بانه هي كل عام on donne du financement à des initiatives sociales, solidaires, etc. Mais si on veut parler d'impact, et où la trace de هذا, c'est difficile de le mesurer. Et donc, بغينا نبقاو نديروا الخير ولكن بغينا نشوفوا الواقع ديالو. À partir de là, donc comment on peut, la présidente m'a dit, comment on peut, après tant d'années de bien autour avec des associations et des initiatives solidaires, avec des financements octroyés, avec des actions soutenues. Mais si on pose à la Fondation la question de l'impact mesuré, on a du mal à le palper. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'associations qui ont bénéficié, mais si on veut prouver par l'impact mesuré, ça va être difficile. Donc, comment on peut continuer à augmenter cette action tout en ayant la capacité à mesurer, à prouver notre impact. Et il faut savoir que la Fondation en 2016 a été reconnue d'utilité publique. Après, depuis 2000, ça fait 16 ans, 17 ans d'action. Et donc, en 2016, on est reconnu d'utilité publique. Et donc, le conseil d'administration se pose la question, comment on peut renouveler cet engagement tout en ayant une action à impact transformateur, pas l'impact, non pas l'impact immédiat. Quand les associations posent des demandes de soutien financier pour des actions de solidarité, de rentrée scolaire, des caravanes médicales, des actions solidaires qui sont très importantes, c'est les mêmes actions qui vont revenir la même année. C'est-à-dire la question de qu'est-ce qu'on transforme à travers tout cet engagement de plusieurs années, pas que la Fondation, tous les acteurs de solidarité au Maroc font la même chose. Donc, comment on peut transformer à partir de là? Comment, à partir de la solidarité, on peut créer de la valeur qui transforme les vies des communautés et des territoires? Et à partir de là, on s'est posé la question. On devait créer la démarche. Et on savait que cette démarche, on ne peut pas la construire tout seul. Il fallait la co-construire avec tout le monde. C'est pour ça que depuis 2019, on apprend avec les acteurs. Et parmi les moments qui nous permettent d'apprendre de façon accélérée, c'est l'espace d'une journée de WeExchange. Parce qu'on a la chance et le plaisir d'être honoré par la présence de tous les acteurs publics, privés, associatifs, académiques, qui viennent le temps d'une journée mobiliser l'intelligence collective pour se dire, voilà, la question de l'éducation, nous, on l'approche de cette façon à Tinrir, nous, on l'approche de cette façon au ministère de l'Éducation, une entreprise à travers sa RSE, et a sa propre démarche. Donc déjà, dans cette confrontation d'idées, on apprend. Deuxièmement, je sais que depuis 4 ans qu'on a le WeExchange, chaque année, il y a des acteurs qui se rencontrent et décident de travailler ensemble. Et on peut citer des exemples, mais on ne va pas discloser des accords. Et puis aussi, on a la chance d'avoir des innovateurs sociaux, des entrepreneurs qui viennent, qui prennent le train, l'avion, etc., ils viennent au WeExchange pour montrer ce qu'ils font. Parce que c'est comme ça qu'ils pourront avoir les projecteurs sur eux, parce que dans les régions, et on le voit avec les rencontres régionales que nous organisons chaque année, ils n'ont pas beaucoup d'occasions de montrer ce qu'ils font, d'inspirer et d'attirer des soutiens et des partenariats. Pourquoi tout ça? C'est une démarche qui peut être intéressante, elle est dure à mettre en place parce que ça demande du temps à co-construire avec les acteurs, mais le leitmotiv, pourquoi nous faisons comme ça, c'est parce que nous avons compris que, comme on dit en arabe, celui qui reçoit, il ne va jamais se fatiguer. Mais celui qui donne, un jour, il va se fatiguer. Parce que peut-être les moyens ne seront plus là, peut-être qu'il va orienter son aide ailleurs, comme c'est arrivé au Maroc, de la part des grands bailleurs de fonds internationaux. Depuis 15 ans, il y a plein de fonds qui sont partis ailleurs parce que le Maroc est devenu considéré comme un pays à revenu intermédiaire. Et donc, à partir de là, on dit que la meilleure façon, toutes nos initiatives elles doivent créer la capacité chez les bénéficiaires à se prendre en charge.
Et ça, c'est sortir de la zone de confort. C'était facile, c'était plus évident, et parce que c'était la culture générale, chaque année, de recevoir des demandes et de donner des subventions. C'est plus difficile d'aller construire des communautés autour de l'incubation de projets avec des partenaires dans les régions, de construire un We-Exchange où des acteurs viennent pro bono présenter ce qu'ils font, alors qu'ailleurs, peut-être qu'ils vont se faire payer leur expertise. C'est difficile de construire des Moroccan Social Innovation Awards qui mobilisent près de 50 experts qui vont dans les régions challenger les projets pour sélectionner ceux qui vont passer en finale, et qu'en finale, on a un jury d'experts qui vont venir donner du temps, écouter ces projets pour pouvoir ériger des lauréats qu'on va présenter en exemple pour inspirer d'autres. Donc tout ça, ça demande un travail d'écoute entre les acteurs, d'accepter d'être challengés dans nos démarches et que les autres ils vont l'alimenter et on va co-construire ensemble. Mais c'est que comme ça qu'on va pouvoir accompagner les communautés et les territoires à s'auto-prendre en charge progressivement. Et c'est pour ça que quand on voit les initiatives de France, de Québec, d'Afrique, on est parti chercher. Parce qu'on a essayé d'apprendre aussi de ce qui se passe de mieux à l'international. Peut-être à une époque, donner la parole à l'OCDE en premier dans un espace comme ça, on pouvait être taxé de pourquoi le modèle de l'OCDE, une organisation des pays les plus riches dans le monde qui vient nous donner des leçons. Mais on a compris avec le temps que c'est un risque à prendre parce que il faut apprendre des meilleurs. Bien sûr, leurs modèles ne sont pas adaptés en tout au Maroc, parce qu'on a notre culture, notre façon de faire, mais il y a des choses qui peuvent nous inspirer. Comme il y a des choses qui nous inspirent dans la MIS, dans le groupe SOS, dans le forum et la plateforme des acteurs sénégalais de l'économie sociale et solidaire. Et peut-être que ce que nous faisons aussi, ce qu'eux, ils vont rencontrer parmi les acteurs qui sont présents, il va aussi les inspirer. Et donc, ces initiatives nous inspirent, mais ça nous permet aussi de créer des ponts entre ces différents écosystèmes qui vont renforcer l'action de l'écosystème. Parce que la Fondation, nous essayons de faire des choses qui vont être ouvertes aux acteurs de l'écosystème pour bénéficier de ce qu'on peut apporter de chez les Français, de chez les Québécois et de chez les acteurs africains. On va être au GCF, le Global Social Economy Forum, il y a des amis qui vont y aller, je sais. Avec Malik, on va plaider pour l'Afrique et pour que justement le maximum d'initiatives de par le monde qui vont être réunies, qu'ils viennent au Maroc, qu'ils viennent au Sénégal pour partager, pour ouvrir des perspectives. Voilà, le mot d'ordre vraiment pour la Fondation, c'est comment tout ce que nous pouvons construire peut aider les communautés et les populations à s'auto-prendre en charge. Et ça, c'est un investissement de long terme. Et j'ai noté aussi un mot-clé qui est l'impact, et que cet impact soit déjà mesurable et transformateur. Et c'est vrai que quand on parle avec la société civile et les acteurs, il y a souvent ce problème de mesurer l'impact, de le suivi et évaluation qui manque, et pourtant qui est sine qua non pour savoir dans quelle mesure l'action a été une réussite, elle est duplicable et elle est scalable. Et je pense là, au Québec, la Terre d'innovation sociale, et surtout à la Maison d'innovation sociale, vous avez accordé une grande importance à la mesure de l'impact. Est-ce que Marie-Christine, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur comment vous mesurez l'impact et comment vous le rendez transformatif, comme Tariq l'a si bien dit? Oui, avec plaisir. D'abord, c'est un peu philosophique ce que je vais dire, mais j'aime quand même toujours rappeler que, et c'est un peu négatif aussi, je m'excuse, mais après je vais être positive. J'aime quand même toujours qu'on se rappelle qu'en ce moment, notre impact est négatif globalement parce qu'on a dépassé les limites planétaires puis parce que les inégalités sont croissantes. Pourquoi je le dis? C'est parce que souvent, on se met beaucoup de pression comme organisme social pour générer de l'impact, puis nos bailleurs de fonds nous en demandent, mais en même temps, juste toutes nous, ce qu'on fait aujourd'hui dans cette salle, c'est déjà beaucoup pour notre monde. Donc, on peut considérer que le fait d'accomplir notre mission puis de se réveiller tous les matins, c'est déjà un grand pas pour l'humanité dans ce contexte
global qu'on vit. Donc, j'aimerais le mettre en perspective. Maintenant, oui, c'est vrai, nous, on a fait ce virage-là vers la mesure d'impact. Ce n'est pas parfait. On est en innovation. Donc, c'est sûr que l'innovation, ça prend du temps. Et en plus, on est beaucoup dans l'amorce. Donc, le processus d'innovation, ça va de l'idée jusqu'à l'institutionnalisation. Nous, on travaille beaucoup avec les citoyens dans l'idée, le prototypage, l'expérimentation. Donc, au début du cycle. Ceci étant dit, on mesure, oui, l'impact, on le mesure sur 2 plans, sur les innovations qu'on va contribuer à créer. L'an dernier, 80% de nos clients et partenaires ont concrétisé une initiative innovante. Donc ça, on est vraiment très fiers de ça. On mesure aussi les compétences d'innovation des gens parce que c'est pas tout le monde qui va créer des innovations. Par contre, on va avoir appris aux gens à prototyper son idée, à valider son idée dans la communauté, à l'expérimenter, à faire une cartographie de ses parties prenantes, à faire une théorie de changement. Donc, ces compétences-là, que l'innovation soit là ou non à la fin, elles vont demeurer auprès des personnes toute leur vie. Évidemment, on travaille aussi beaucoup pour la mise à l'échelle. Je ne sais pas si tu avais une autre question là-dessus ou si je peux enchaîner. Exactement, Okay. allez-y. Donc, la mise à l'échelle, c'est important. On ne veut pas rester juste au niveau du projet pilote. On veut tous faire comme SOS. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup de plaidoyer et également enlever les silos. Donc, dans le monde, on travaille beaucoup en silos dans notre secteur. Donc, on essaie de créer des maillages improbables. On a un événement annuel pour ça où on va mettre ensemble ce qu'on appelle des duos improbables. Donc, on va mettre par exemple, le PDG de notre plus grande institution financière avec notre chef de police. Puis là, on va les amener à discuter une discussion qu'il n'y aurait jamais. Donc, on le fait dans nos événements, mais on le fait aussi en faisant des projets avec des acteurs pour lesquels on n'aurait jamais pensé travailler. Créer beaucoup de maillage entre le social et l'économique, aller chercher des grandes institutions financières qui ne seraient pas normalement dans nos événements. Beaucoup de plaidoyer, je l'ai dit. Donc, essentiellement, c'est ça. Puis, beaucoup de marketing social. Donc, on travaille la démocratisation de l'innovation sociale parce que, comme j'aime toujours le dire, quand on est un innovateur social, souvent, on ne sait même pas qu'on est un innovateur social parce qu'on fait les choses avec les besoins et on se lève le matin pour résoudre des problèmes et non pas en se disant « aujourd'hui, je vais faire de l'innovation sociale ». Donc, il faut amener cette expertise-là à tous les acteurs de changement. Donc, beaucoup de marketing social, c'est super important. Et c'est vrai que les mariages improbables, ça reste la recette miracle peut-être, qui fait qu'il y a des interventions qui changent la donne, qui sont créées de nulle part et qui font la différence. C'est l'exemple du groupe SOS. Vous avez un modèle d'intervention qui combine différentes facettes. Il y a l'opérateur direct qui agit directement sur le terrain, il y a l'incubation, et il y a cet aspect aussi de plaidoyer, mais vis-à-vis des États, vis-à-vis des institutions publiques, en tant que conseiller. Comment peut-on passer d'une action terrain à une mise à l'échelle, justement, grâce à ce mariage, justement, de ces 3 interventions et 3 piliers? C'est naturel, je pense. L'idée, c'est peut-être partir non seulement du groupe SOS, le modèle, mais de faire aussi un conseil. Si on est toutes et tous ici représentants de la société civile, on mène tous des pilotes. Oui. On fait en sorte que ces pilotes soient une réussite, mais malheureusement, la réussite, elle est limitée au rapport qui est soumis aux bailleurs de fonds, aux partenaires, et qui est casé dans le tiroir. Selon votre expérience, comment peut-on sortir ces rapports des tiroirs et faire en sorte qu'ils soient scalable et qu'on peut les partager et en faire des case studies pour le plaidoyer et pour sustainability de la société civile, justement? Alors déjà, il faut accepter l'idée qu'on va faire plein de conneries. Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as assumé pour la Maison de l'Innovation. Je pense qu'il n'y a pas un porteur de projet ici qui dit que le parcours était facile, sans embûches, profitable dès le premier mois d'exploitation. Je pense que c'est naturel, et si je fais un parallèle entre le parcours du groupe SOS et celui des porteurs de projet, celui de Noura, désolé, je n'avais pas prévu de parler de toi toute la table ronde, mais en gros, tu portes pour les autres une petite entreprise
social Al-Nour, je ne le prononce pas très bien, à Marrakech, qui est des ateliers d'insertion par la couture pour des personnes vivant avec un handicap, c'est ça, et la broderie. Et je pense que si je tire le fil de ton parcours d'entrepreneuriat, tu as fait l'étape 1, qui est très impressionnante, et notamment parce que les produits sont magnifiques, c'est d'avoir réussi à créer une entreprise sociale qui tourne. Cette étape 1, le groupe, c'est particulier parce qu'il a fait fois 1000 types de modèles économiques différents, types d'établissements, ça peut être des maisons de retraite inclusives, ça peut être des crèches inclusives, ça peut être le meilleur restaurant de Casablanca, ça peut être un jardin d'enfants, un Ma'arif, je ne le prononce pas très bien, où à chaque fois, il faut trouver le modèle économique en tant qu'opérateur. Et ici, on est là aussi pour faire des connexions, faire des liens, agir en partenariat. Nous, on ne fait rien sans partenariat. Donc je ne sais pas, peut-être que dans la salle, il y a des assos qui veulent monter le restaurant Nafas, mais de Tanger ou de Essaouira. On est là pour en parler. Mais la première étape, je pense, c'est d'aller au bout de cette aventure entrepreneuriale, et c'est jamais parfait, et c'est semé d'embûches, et c'est compliqué. La deuxième étape, en tout cas pour le groupe, c'était de se dire, mais en fait, on ne va pas avoir un impact direct sur le monde entier. On n'aspire pas à gérer tous les EHPAD, toutes les maisons de retraite de tous les pays du monde. Et un de nos slogans dès le premier jour, c'était « agir sans remplacer ». C'est-à-dire que dès le début, on a créé des ONG de renforcement de capacité avec une philosophie assez proche de celle de la Fondation. Moi, j'adore la manière dont tu en parles, quand tu expliques que tu as switché de ce modèle de soutien direct, un modèle plus d'accompagnement vers le passage à l'échelle et le fait de s'auto-prendre en main. Et on a beaucoup de choses à apprendre de la Fondation à cet égard-là. C'est un switch que nous, on a fait en créant des ONG de renforcement de capacité locale. Et donc, dans ce cadre-là, on crée des incubateurs. Donc, c'est les incubateurs Pulse. Il y a notamment le Labès en Tunisie, par exemple, qui est un programme d'incubation qui couvre aussi le Maroc et d'autres pays. Notre but, ce n'est pas du tout de gérer toutes les entreprises sociales du monde. Notre but, c'est plutôt de créer les conditions de pouvoir aider l'émergence de magnifiques entreprises sociales, puis leur passage à l'échelle. Et donc là, on ne peut pas attendre des petites boîtes qu'elles fassent tout toutes seules. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gros qui payent pour les petits. Et donc, dans nos incubateurs, il y a des gros, des grands bailleurs, des corporates qui permettent à des petits de grandir. Ils ne le font pas que par pure charité, hein. Ils le font parce qu'il y a un retour sur investissement qui est positif. Quand on crée de l'économie formelle dans un pays, quand on fait un programme d'open innovation, comme vous en faites aussi au Québec, d'un côté du tuyau, ok, il y a des corporates qui financent un programme d'innovation, mais de l'autre côté du tuyau, il y a des entrepreneurs qui grandissent. Et donc il y en a un qui peut-être innove un peu plus que d'habitude dans son organisation qui est un peu plus bureaucratique qu'une start-up, et de l'autre côté, il y a la start-up qui trouve des débouchés commerciaux, des financements, de l'accompagnement, etc. Et la troisième étape, qui elle est peut-être inhérente à tous les combats de tous les entrepreneurs sociaux, c'est d'avoir une approche un peu systémique et de plaidoyer. En fait, nous, au groupe SOS, on a mis beaucoup de temps à l'assumer. Au début, on le faisait en off. On s'occupait de populations usagées de drogue et on expliquait au ministre que peut-être qu'il fallait trouver du soin, accompagner, pas forcément pénaliser l'usage des drogues et accompagner. Alors, ça n'a pas toujours marché, ces combats-là de plaidoyer, mais c'était inhérent. Et à la fin, on s'est dit, en fait, on va aller au bout du chemin, on va créer des structures, notamment un cabinet de conseil, Groupe SOS Consulting, le nom n'est pas très original, pour accompagner des États dans l'adoption de cadres réglementaires pour favoriser l'économie sociale et solidaire. Et on a créé un think tank, l'Impact Tank, qui partage beaucoup de combats avec la Fondation d'ailleurs, pour promouvoir la mesure d'impact, comme tu disais, qui est une manière non pas d'essayer de gagner une partie dans un petit jeu, mais d'essayer de changer les règles du jeu. De se dire que le succès, il ne va pas se mesurer qu'à la ligne résultat net comptable sur un compte de résultats ou dans un bilan comptable, mais se mesurer aussi en des indicateurs un peu intangibles qui ont été un peu travaillés aujourd'hui sur la dignité, la confiance en soi, la faculté de retrouver un job dans l'emploi formel, séquestrer des tonnes de CO2 qu'on dépasse largement chaque année, etc. Et donc, c'est venu naturellement, c'est-à-dire qu'on a assumé cette dimension de changement systémique, de plaidoyer, mais en fait, au final, on le fait juste parce qu'on est légitime sur nos combats depuis 40 ans, en se disant, on ne va pas tout faire tout seul, on veut juste changer les règles du jeu pour que ça marche. Et juste pour finir là-dessus, on est dans un monde où il se bâtit beaucoup de ponts,
qui se replie sur soi, où beaucoup de combats, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée, sont rangés dans des placards. C'est un peu ce que tu mentionnais. Et donc, il est encore plus urgent que jamais de bâtir des ponts là où d'autres bâtissent des murs. Et donc, nous, c'est un combat sur lequel on accélère juste parce qu'il est urgent de le faire. Et c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure en arabe, donc je traduis peut-être que ça a été manqué à la traduction. On n'agit pas seul. Ça veut dire qu'il faut toujours travailler en partenariat, de façon collégiale pour que le résultat soit au rendez-vous et que la démarche aboutisse. Et là, effectivement, je vais revenir vers mon cher ami Malik Diop. En parlant de partenariat, il y a une grande ambition pour le Maroc et de façon générale, mais aussi pour les sociétés civiles, qui est une grande coopération sud-sud. Et je pense que ça fait partie de votre mandat au sein du forum. Comment vous actionnez justement ce partenariat et pour le sortir et qu'il ne devienne pas un slogan, mais que ce soit vraiment des actions tangibles, concrètes sur le terrain? Oui, merci. Vous savez, il y a l'adage africain qui dit que pour marcher vite, on marche seul. Mais si on va aller loin, on marche ensemble. Et c'est ça, je pense, que c'est important. Et on a longtemps regardé notre développement du continent en marchant. Quand on marche, on a toujours regardé en haut. On a trébuché souvent, depuis 60 ans. On ne s'est pas levé, on n'est pas allé très loin. Je pense que c'est important qu'on marche en regardant en bas. Et je pense que la coopération au niveau Afrique, elle doit être une réalité. C'est un continent riche, c'est un continent d'avenir. C'est un continent avec 54 États, 1,5 milliard, et dans 20 ans, on fera 3 milliards. Donc c'est 3 milliards de personnes à nourrir, à habiller, à éduquer, à former. Et c'est maintenant qu'il faut s'en prendre. Et quand on était allé au niveau du Forum mondial de l'économie sociale, l'OCR, rappelez, comme nous sommes dans un pays de poètes, avec Léopold Sédar Senghor, qui disait que le monde de l'universel, c'est le monde du donner et du recevoir. Ces grandes messes, c'était juste, on y allait pour y aller. Mais on ne mettait pas quelque chose sur la table. Et que l'économie sociale, peu importe la trilogie, les valeurs qu'elle incarne, c'est des valeurs intrinsèques à l'Afrique. La solidarité, la mutualisation, l'entraide. Toutes ces valeurs, c'est des valeurs ancrées. Donc tout notre système économique est une économie basée sur ces valeurs-là. Donc, en général, on faisait de la prose sans le savoir, comme disait Jourdain. Et au Forum de Dakar, que j'ai eu à coordonner, le Forum mondial de l'économie sociale, le CRDR, en 2023, avec l'appui aussi, et je salue l'une des charnières, la directrice, Dr Salois, ici présente, qui est vraiment un modèle, je pense, un pionnier au niveau Afrique, avec qui nous portons ce combat. On s'était rendu compte que l'Afrique n'était pas assez présente. Tous ces forums, on vient et on dit, mais il n'y avait pas un mécanisme panafricain qui devait soutenir un peu cet élan. Et c'est là où on a dit, mais avec tous les pays qui étaient là, mais il faut qu'on prenne des choses en plat de corps. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et à donner au monde. Mais il faut aussi que l'Afrique porte cette dynamique-là entre elles. Et c'est là où on a lancé le premier forum africain de l'économie sociale et solidaire. Il y a 2 ans, on l'a eu au Cameroun, où on a eu 3000 participants. 33 pays qui étaient là pour voir un peu cette richesse, cette diversité, cette innovation au quotidien et sur le terrain portée par les jeunes Africains. Et cette dynamique, nous l'avons enclenchée et au mois de janvier, nous serons à Brazza et j'espère que nous aurons beaucoup de Marocains. Déjà, on en a, parce que sur les 107
157 initiatives innovantes qui ont été retenues pour ce forum africain. Les 23 viennent du Maroc. Donc c'est le premier pays qui est à l'avant-garde et qui a porté des initiatives. Donc de 157, il y a 27 initiatives qui ont été retenues. Et là, pour montrer un peu cette dynamique qu'on porte. Donc il faut qu'on aille vers cette dynamique panafricaine, qu'on regarde ce que nous portons, ce que nous offrons au monde. Parce que l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique de demain, c'est l'Afrique de maintenant. Il faut qu'on s'occupe de cette jeunesse. Si on ne s'occupe pas de cette jeunesse s'occupera de nous. C'est une réalité tangible. On ne peut pas avoir un continent, des pays où la quasi-totalité ont 35 ans, où la moyenne d'âge en Afrique, c'est 19 ans. Vous vous rencontrez, c'est 19 ans. Il y a des pays où il y a plus d'enfants que de jeunes. C'est une grande richesse à exploiter. Et c'est là, je pense que c'est une opportunité. Exactement. C'est une opportunité, c'est une chance pour nous. Et cette chance portée par cette dynamique, l'Afrique doit le porter. Et c'est ça nos enjeux que nous portons au niveau du Forum africain de l'économie sociale et solidaire, où on doit mobiliser nos États. Il y a une douzaine de ministres qui seront attendus à Brazzaville. Parce qu'il faut pousser, il faut briser les lignes. Il faut pousser encore les curseurs. Et ces mécanismes sont importants. L'autre mécanisme aussi, c'est l'Observatoire panafricain de l'économie sociale et solidaire. On ne peut pas travailler sur nos politiques publiques, comme on l'a dit tout de suite, si on n'a pas de données, si on n'a pas de data objective. Aujourd'hui, on s'active sur beaucoup de choses. L'économie sociale en Afrique, etc. On est combien? On pèse combien? On est combien sur le PIB? Il y a combien de jeunes? Il y a combien de femmes qui interviennent? Le chiffre d'affaires, c'est combien, etc. C'est là qui permet aussi de prendre en charge, de faire un plaidoyer scientifique documenté pour arriver à ça. Donc l'autre levier, c'est l'observatoire. Et aujourd'hui, nous travaillons avec la directrice, avec la secrétaire, pour que aussi le Maroc porte ce siège de l'Observatoire panafricain de l'économie sociale et solidaire. Parce que aussi, quand on est ensemble, il faut s'appuyer sur des identités remarquables. Aujourd'hui, les cadres normatifs sont importants. Il faut qu'on aille vers des législations, vers des cadres. Sur les 57 pays africains, il n'y a que 6 pays qui ont une loi d'économie sociale et solidaire. Et nous travaillons dans le cadre du forum à accompagner les États. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'États qui ont enclenché le processus d'élaboration. La Côte d'Ivoire vient d'adopter sa loi. Le Bénin vient de réaliser sa loi. Le Maroc, c'est le premier à initier sa loi et jusqu'à présent, on attend. J'espère qu'on va y arriver. Je pense que la gestation, la gestation de la loi marocaine, elle est douloureuse, hein? Elle est douloureuse. J'espère que l'accouchement se passera très bien. Donc, c'est pour dire que c'est des enjeux sur lesquels on doit porter. Et il n'y a aucun pays africain qui peut le porter seul. À certains moments, il faut qu'on essaye de mutualiser, de faire des apprentissages. Ce cadre de ces espaces-là sont importants. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les marchés forains. Les marchés forains, on l'a initié au Cameroun, où tous les pays limitrophes du Cameroun ont mobilisé plus de 2000 exposants qui sont venus en caravane avec les produits d'économie sociale et solidaire pour partager et faire un grand marché régional. Le Maroc aussi doit aussi avoir cette opportunité-là et a ses potentialités. Donc, autant d'initiatives que le Forum africain porte, et aujourd'hui, c'est un plaidoyer qu'on va donner encore. Il y a des possibilités de s'inscrire en ligne, etc. Et je pense que c'est une opportunité qu'on peut porter pour franchement porter parce qu'il faut qu'on soit ensemble.
Et mon cher Malik, on est totalement alignés. On est ensemble aujourd'hui, on le sera demain et on le sera, Inch'Allah, pour les prochaines années. L'idée, c'est effectivement s'ouvrir aux autres et apprendre les uns des autres. Et on n'est pas en train d'essayer de copier, mais de s'inspirer et de travailler ensemble pour un meilleur modèle qui convient à chaque continent. Et pour avoir cette dynamique, on compte beaucoup sur des acteurs aussi engagés que vous, mais aussi engagés que la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Et je clôturerai le panel avec un petit mot de mon cher ami Tarek. Tarek, si on veut garder cette dynamique, on a parlé de partenariat, on a parlé de ponts, des passerelles, on a parlé d'apprendre les uns des autres, mais il y a aussi une partie qui est importante, qui est de travailler sur une stratégie et ne pas avoir des initiatives fragmentées où on parle différentes langues, pas avoir un objectif commun. Je pense que ce genre de forum, ça nous aide justement à avoir une vision stratégique pour la société civile, pour l'action sociale au Maroc et bien pour l'innovation. Quel est ton call to action? Si il faudrait en soi dire comment sortirons-nous de ce panel avec un call to action pour nous tous, pour faire en sorte que cette dynamique prenne et que l'innovation sociale soit vraiment day-to-day action pour tout le monde. D'abord, je complète peut-être ce qu'a dit Malik. C'est vrai que ça fait mal au cœur de voir que la loi sur l'économie sociale et solidaire, elle a été lancée, initiée la première fois en 2014. Entre-temps, 6 pays, ils ont eu leur loi et que la nôtre n'est pas encore... Parce que quand on a une loi cadre qui permet d'une part de reconnaître le statut d'entreprise sociale, d'autre part de mettre en place des mécanismes de structuration du secteur pour la formation, pour le financement, pour la commercialisation, pour la relation entre le public et le privé, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ça permet à tous les acteurs de se positionner de façon responsable. On peut imaginer des banques qui vont commencer à avoir des offres spécialisées, on peut avoir des parcours de formation vraiment adaptés. Tout le monde va commencer à travailler dans un cadre qui est structuré. Et là, l'État, il a un rôle de régulateur vraiment urgent à jouer pour nous permettre à tous de bien définir notre rôle. Et à partir de là, on peut créer des synergies parce qu'elles seront claires. Aujourd'hui, nous essayons, nous testons des choses. Chacun de son côté, il essaie de construire des communautés, de travailler seul ou avec d'autres, mais parce que chacun, il essaie de tester quelque chose. Donc, le premier call to action, c'est qu'il faut vraiment accélérer cette loi. Et bon, je sais qu'au sein du ministère, c'est vraiment une priorité. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de leader naturel de ce secteur. Il ne peut pas y avoir de leader naturel. Si on attend que les fondations prennent le leadership parce que, soi-disant, elles relèvent d'un groupe privé qui ont les moyens, on ne va pas avancer. Parce que les fondations, ils ont leur orientation, leur vision, mais ils ne peuvent pas tout faire. Si on attend que les associations qui sont, soi-disant, le lien direct avec la population, et ils connaissent ce qui se passe sur les territoires, ils sont plus à même à trouver des solutions, on ne va pas y arriver parce qu'aujourd'hui, le rapport on a vu dans la vidéo qu'on a tiré du rapport sur des institutions sans but lucratif du HCP, sur plus de 200 000 organisations, la grande majorité, elles n'ont pas de salariés permanents pour pouvoir porter l'organisation et assurer sa pérennité et son fonctionnement au quotidien. Quand la grande majorité des associations sont portées par des bénévoles, le bénévole, quand il a le temps, il est là. Quand il n'a pas le temps, il n'est pas là. Et donc, nous savons que le temps d'investir dans le temps là, il est important pour que ces organisations puissent générer l'impact. Quand on sait que aujourd'hui, le baromètre que nous avons publié en 2023 sur l'accès au financement des acteurs de l'innovation sociale, il n'y a que 2% des organisations qui se déclarent de l'innovation sociale qui arrivent à accéder à un prêt bancaire. Parce que les banques ne sont pas organisées pour accompagner ce type de projet. Parce que peut-être qu'ils ne le connaissent pas ses spécificités, ou bien parce qu'il n'y a pas de loi pour organiser et garantir le risque que je vais mettre, moi, banque, dans une association à Martine qui veut faire une nouvelle façon de faire du soutien scolaire à des jeunes et que le business model est encore à tester. Donc, il y a la question du financement et puis il y a la question aussi de la multiplication de ces espaces de rencontre au niveau local.
L'exemple que nous avons mené, nous avons essayé de tester pendant 3 ans maintenant des rencontres régionales de l'innovation sociale. Chaque année, nous organisons les rencontres dans 5 régions. Et quand on revient après une année, on découvre que les acteurs que nous avons réunis ne se sont jamais rencontrés pendant une année, alors qu'ils font partie du même territoire. Donc ces espaces-là, ils sont importants. Les acteurs, nous, sur les territoires, nous devons faire l'effort essayer de les avoir régulièrement, mais nous devons être soutenus aussi, parce que organiser des rencontres, des espaces réguliers par des associations, ça demande des moyens. Peut-être que les collectivités territoriales peuvent être un partenaire dans la création de ces espaces, mais aussi que les acteurs nationaux peuvent les organiser, notamment le ministère de l'économie sociale et solidaire qui organise des foires pour les coopératives. J'espère qu'on pourra avoir aussi des espaces autour de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire dans les territoires plus régulièrement. Donc, il y a plusieurs leviers qui sont indispensables tous ensemble pour faire avancer le secteur et avoir un meilleur impact. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont engagés dans tous les secteurs pour travailler ensemble. On a vu ce matin les discours, c'était pratiquement similaire. Tout le monde croit à la même chose. La façon de faire, elle est à co-créer ensemble. Il n'y a pas un acteur qui a une recette pour prendre le leadership sur ce secteur. Mais en tout cas, il y a de la bonne volonté et le fait de nous réunir aujourd'hui, c'est un début. Donc moi, je noterai que le call to action immédiatement actionnable, c'est de capitaliser sur le cercle de discussion qu'on aura juste après ce panel pour discuter, networker encore davantage, regarder quelles sont les synergies qu'on peut lier, créer ensemble, quelles sont les initiatives qu'on peut imaginer ensemble et mettre en place. Et je remercie encore une fois mes chers panélistes pour leur riche échange et pour vous, pour votre présence. J'ai pris quelques questions, j'ai déjà répondu, j'ai déjà demandé et utilisé. Donc merci pour la participation très active et aussi pour l'écoute active. Et j'espère que le premier pilier qu'on a discuté, qui est actionner rapidement les partenariats, sera facilement faisable aujourd'hui même. Merci pour tous.